La loi portant sur le code du service national fait obligation à chaque Algérien sorti frais et moulu de l'école d'accomplir 2 années consécutives sous l'uniforme, souvent dans des détachements exécutant des travaux d'utilité publique, construction de villages agricoles, routes, ouvrages d'art, reboisement, etc. Ce devoir patriotique auquel est astreint tout jeune Algérien est un facteur de cohésion et d'unité. La connaissance de l'autre, la fraternité des armes, la confrontation aux mêmes rudesses de la vie de garnison et des contraintes diverses qui rythment la vie du soldat sont un moule qui gomme les particularismes. Chef d'état-major. Un matin, alors que je me trouve à mon bureau aux forces terrestres, le téléphone sonne. C'est le directeur du cabinet du président. Le président t'attend, me dit Belkher. Je prends mon porte-document et me présente à la présidence. Comme à chaque fois que j'ai une séance de travail avec Benjdid, je fais escale chez Belkher. Je suis intriguée par ses allées et venues entre son bureau et celui du président. Le temps passe. 1 heure peut-être. Je ne comprends pas ce qui se trame. Soudain, le général Chloufi fait éruption dans le bureau. Il demande à l'Arbi Belkher de l'introduire immédiatement chez le président. Au passage, il me confie à voix basse. Un commandant de région est un commandant de force font de l'opposition à ta désignation où ils essaient d'entraîner un certain nombre d'officiers. Je comprends immédiatement les raisons de tant d'effervescence et pourquoi Benjdid me fait attendre. Il avait décidé de me désigner chef d'état-major de l'ANP en lieu et place de Abdallah Belhouchet. Abdallah Belhouchet n'a pas fait l'objet d'une décision de mise à la retraite anticipée. C'est lui qui a demandé à partir. Le président ne s'attendait pas à une telle levée de bouclier quand il avait informé les principaux commandants de l'armée qu'il avait jeté son dévolu sur moi pour succéder à Belhouchet. Ceux qui s'opposent à ma nomination n'ont jamais exercé le moindre commandement opérationnel, ni même mené une unité au combat. L'explication est simple, je ne fais pas partie du clan. Je dis à l'Arbi Belkher sèchement, c'est l'Arbi, je n'ai rien demandé, je ne vois pas pourquoi toute cette mascarade. Et j'ajoute, dis au président que je veux bien assurer l'intérim de Si Abdallah, mais jusqu'au moment où il trouvera un chef d'état-major, après quoi je partirai. Quelques instants plus tard, je suis introduit chez le président de la République. Le général Belhouchet est à ses côtés. Le président prend la parole. Si Abdallah a demandé à partir à la retraite, Khaled, tu assureras l'intérim en attendant. Je réponds, Monsieur le Président, j'assurerai cet intérim et lorsque vous aurez trouvé quelqu'un, je partirai aussi. Je salue et je me retire. 1 heure passe, le téléphone sonne de nouveau. C'est Belhouchet. Si Khaled, tu es chef d'état-major à partir de maintenant. Le décret est à la signature. Belhouchet, qui a assisté à toute la comédie, sûrement excédé, avait convaincu le président de passer outre les oppositions et d'aller au bout de sa première décision. Le 16 novembre 1988, je suis nommé chef d'état-major. Je peux désormais mettre en exécution ce qui, depuis tant d'années, me tient à cœur, concrétiser les réformes que l'évolution des techniques, le nombre et la qualification de nos jeunes personnels, ainsi que les fluctuations de la scène régionale imposent. Comme je l'ai déjà écrit, la mise à la retraite de compagnons de la guerre de libération généraux par décision politique, parfaitement inaptes à la fonction, n'a pas été chose aisée. Il faudra du temps à ces dignitaires avançant des états de service dans l'ALN, au fort d'une proximité avec le sommet du pouvoir, pour admettre qu'il est temps de passer la main. Des mises en place de structures essentielles pour le commandement ont été retardées par la défense égoïste de situations acquises. Beaucoup, arrivés au bout de leur force physique ou au plafond de leurs compétences professionnelles, seront contraints de prendre leur retraite. Ils m'en tiendront longtemps en rigueur. Ils me considèrent comme celui qui a voulu obstinément préparer et inflexiblement mis en œuvre les nouveaux canevas d'organisation et de commandement. Les commentaires acrimonieux ne manqueront pas et tenteront par un chahut feutré de fléchir le cours des choses. Je demeurerai toujours pour eux l'auteur d'une disgrâce à peine masquée par les paroles benoîtes qui accompagnent les anciens lors de leur ultime apparition sur la scène. Ces hauts cadres de l'armée issus de l'ALN, se considérant parfois comme des responsables politiques, laisseront peu à peu la place à une autre génération d'officiers formés pour la chose militaire. Avant même ma décision de mettre à la retraite ces anciens, il y a eu une décantation naturelle sur le terrain. L'exemple d'Amgala est à cet égard significatif. Mohamed Saleh Yahyaoui, chef de la 3e région militaire, incapable de faire face aux entreprises militaires marocaines, cède la place à un parfait professionnel, Slim Saadi en l'occurrence. Yahyaoui ira au parti où il pourra donner libre cours à ses talents d'orateur, grand défenseur des constantes et de la guerre idéologique aux Français,
et aux francophones. Il mènera un combat victorieux contre Mustafa al-Sharaf, ministre de l'Éducation nationale, qui avait une vision avant-gardiste de l'école algérienne. En termes militaires, l'avant-garde est la formation qui éclaire le chemin et combat aux avant-postes. Ici, c'est la locomotive culturelle qui entraîne un peuple vers l'avenir. Mohamed Salah Yahyaoui et les idéologues du parti unique l'arrêteront. Elle ne repartira plus. Chaque mutation de l'armée algérienne est passée par une période riche en psychodrames et parfois en rébellion. L'histoire de l'armée algérienne est d'abord celle des hommes de réflexion et de décision qui ont vu avant les autres, mieux que les autres, les insuffisances du système militaire et qui ont décidé de le corriger. Kerim Belkacem, qui avait tenté de mettre en place les organigrammes définis par le congrès de la Soumam, s'était heurté au régionalisme et à l'esprit secteur. Houari Boumediene, qui voulait transformer l'ALN en ANP pour l'adapter à ses nouvelles missions après la libération du pays, avait dû réduire par la force le wilaïsme. Chedli Benjdid, à son tour, dans un environnement régional hostile, sera contraint de trancher dans le vif aux grandes dames de compagnons d'armes qui confondaient affectation précaire et révocable avec sanctuaire à vie. La guerre des Toyota, 1986-1987. Été 1973, la Libye occupe militairement la bande d'Aouzou, au nord de Tibesti, en territoire tchadien, dont elle revendique la possession. La bande d'Aouzou est annexée par Kadhafi puis rattachée administrativement à Koufra. Kadhafi s'immisce également dans la guerre civile tchadienne en prenant sous son aile Goukouni Oudaï, opposant à Hsen Habré, qui à l'époque bénéficie de la protection de la France et des États-Unis. S'ensuit une guerre des chefs qui dure pendant plus d'une décennie. L'intervention étrangère sous diverses formes exacerbe le conflit. En 1967, des troupes libyennes font des incursions dans le centre du Tchad avec les troupes du Front de libération nationale du Tchad, Frolina, de Goukouni Oudaï. La capitale N'Djamena est menacée. Les hommes de Habré sont mis en déroute. Après l'échec du projet d'union tchado-libyenne à laquelle s'était rallié Oudaï, les formations de Kadhafi se retirent de la bande d'Aouzou et sont remplacées par des forces de l'Union africaine. Le 21 juin 1983, des milices du gouvernement d'union nationale de transition, obéissant à Oudaï, précèdent d'importantes troupes libyennes, franchissent la frontière tchadienne et se dirigent vers N'Djamena, capitale d'un État déchiré par 20 années de guerre civile. Décidés à mettre fin à la pénétration de Kadhafi en Afrique, les Français interviennent à la demande de Hissène Habré. L'opération Manta débute le 10 août 1983 par l'envoi d'un contingent de 314 parachutistes à N'Djamena qui sera renforcé 2 mois après jusqu'à atteindre 5000 hommes. Ce corps est appuyé par une vingtaine d'hélicoptères et une trentaine d'appareils de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale française. L'opération est soutenue par les éléments d'assistance opérationnelle de la République centrafricaine où est installée la base arrière. La Jamahiriya libyenne paie très cher l'aventurisme agressif de son guide. La guerre des Toyota est le nom donné à la dernière phase du conflit entre 1986 et 1987 dans le nord du Tchad, à la frontière libyo-tchadienne. Les pick-up Toyota armés seront utilisés par les Tchadiens comme moyen de transport et dans des actions de guerre du type Réseau. En mars 1987, les Tchadiens, aidés sur le terrain par le service action de la DGSE française et par des renseignements de la CIA et du Mossad, prennent d'assaut et investissent la base libyenne de Wadi ad-Doum, située dans la bande d'Aouzou, pourtant protégée par des champs de mines, des chars, des véhicules blindés et des milliers d'hommes. La chute de la principale base libyenne dans la région donne un coup d'arrêt aux entreprises guerrières du guide. Début 1987, le président Chedli me charge d'une mission auprès du colonel Kadhafi qui, craignant de voir les Tchadiens remonter jusqu'au nord, demande une aide militaire urgente sans nous préciser sous quelle forme il l'imagine. Nous esquissons les contours qu'elle peut prendre. Nous envisageons d'envoyer des unités algériennes prendre position dans le nord de la Libye afin que les forces libyennes en réserve puissent aller défendre les frontières de leur pays dans le sud. C'est ainsi que, muni d'un dossier complet, listant les moyens susceptibles d'être transférés chez nos voisins, je me rends à Tripoli pour informer le colonel Kadhafi des propositions du président de la République. Je suis accompagné de Mohamed Lamari, alors colonel, chef des opérations. Nous sommes reçus par le colonel Kadhafi sous sa tente Al-Aziziyya. D'emblée, il accepte les propositions du président Chedli.
Je reprends l'avion sur Alger et laisse le colonel Ammari sur place pour discuter des modalités pratiques d'installation de nos forces en Libye. Étant bien entendu qu'en aucun cas nous ne prendrons part à des actions contre les Tchadiens hors de la Libye, et nous le faisons savoir. Au bout d'une dizaine de jours, le colonel Ammari a ficelé le dossier. Reste un point qui ne peut trouver sa solution qu'après l'avis du guide suprême. Il s'agit des munitions en dotation dans les unités à transférer. La réponse ne tarde pas. Les unités algériennes doivent venir sans munitions. Il leur sera alloué sur place des munitions d'instruction à justifier par le reversement des étuis. Nous sommes stupéfaits. Envoyer des troupes dans un pays en guerre sans munitions. Nous doutons de l'équilibre mental de celui qui ose imaginer une telle aberration. Le président de la République informé reste sans voix. La demande libyenne passe au pilon. C'est la première fois que j'ai affaire aux Libyens. La seconde, c'est lorsque le chef d'état-major, le général Abdallah Belhouchet, me demande de recevoir une délégation militaire conduite par un colonel qui commande les forces terrestres. Je le reçois avec le général Abdelhamid Djouadi, chef de bureau à l'état-major. Cette mission militaire est venue nous proposer la fusion avec la Libye. Nous sommes venus avec une feuille blanche, à vous d'y inscrire vos conditions. Ces avances en direction de l'Algérie font suite à plusieurs tentatives libyennes, toutes avortées, d'union avec ses voisins, avec l'Égypte en 1973, avec la Tunisie en 1974, avec l'Algérie en 1975, avec le Tchad en 1977 et encore une fois avec l'Algérie en 1987. Le 5 septembre 1987, pendant le séjour en Algérie de cette délégation, les Tchadiens mènent une attaque surprise contre la base aérienne libyenne de Ma'tan el-Sara. Des centaines de soldats sont tués, des centaines d'autres sont capturés et d'autres sont contraints de fuir dans le désert. Les Tchadiens affirment avoir détruit 32 avions, la plupart des L-39 tchécoslovaques et quelques MiG et hélicoptères. Des quantités de matériel sont emportées, radars, SAM-3, blindés et engins blindés, véhicules de transport et la totalité de l'armement qui était dans la base. Le jour de son départ, la délégation rend une visite à Abdallah Belhouchet. À la question de savoir ce qu'il était advenu de la base, le chef de la délégation répond « Elle n'a pas subi beaucoup de dégâts. Les renforts sont sur place, la base fonctionne. » Belhouchet n'insiste pas. Évidemment, nous savions tous que ce n'était pas vrai. Ce colonel était-il de bonne foi ou bien voulait-il nous cacher la vérité? À la résidence d'État Djenan el-Mithaq, je le prends à part et lui dis la vérité sur ce qui s'est passé à la base de Ma'tan el-Sara. Je sors de ma poche la liste des matériels récupérés par les Tchadiens et la lui remets. Je lui dis « Tout ce matériel va être vendu aux enchères. Nous sommes prêts à l'acheter pour vous. Nous attendons votre accord. » Aucune réponse ni de sa part ni de sa hiérarchie. Ces aventures tchadiennes de Kadhafi nous ont instruits sur les dégâts que peut commettre un homme contre son peuple et contre ses voisins quand il dispose du pouvoir absolu. Ministre de la Défense nationale. Le 25 juin 1990, lorsque je suis nommé ministre de la Défense nationale en pleine effervescence du parti extrémiste FIS, l'armée statique de Boumediene, conçue en fonction d'une occupation spatiale du territoire pour le contrôle de la population, a été déjà transformée en une véritable armée nationale dont la mission est de garantir la souveraineté du pays, de défendre ses frontières et de veiller à la pérennité de l'État républicain. La centralisation du commandement par la création d'un état-major, la réforme du service militaire, la constitution de grandes unités de combat, le rajeunissement et la professionnalisation de la chaîne de commandement, l'allègement des effectifs, de formation, de soutien au profit des forces opérationnelles, le règlement des problèmes d'intendance pour une meilleure prise en charge des personnels militaires, tout cela a déjà été réalisé avec volontarisme par la majorité des hauts cadres de l'institution. Ministre de la Défense, je mets fin, après mûre réflexion, à l'engagement de l'ANP dans les grands travaux du service national qui imposent l'installation de bivouacs précaires, la dispersion de l'armement sous des guitounes ouvertes à tous les vents et à toutes les convoitises. Je supprime les écoles des cadets. La mesure choquera plus d'un, elle sera remise en cause et rapportée après mon départ. Pour moi, le canevas d'instruction et de formation, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, qui existe dans le pays est en mesure de répondre à tous les besoins de l'ANP en ressources humaines. Je ne garderai que l'école d'aviation qui a des contraintes différentes et dont les élèves doivent avoir un profil particulier.
J'ai estimé qu'il était dangereux pour le lien armée-nation de créer une catégorie de militaires nourris dès leur jeune âge aux réflexes de la caste et les éloignerait définitivement des préoccupations du peuple et qui les transformerait en une cohorte de janissaires au service sans aucun état d'âme d'un dictateur. La responsabilité de Benjdid. Au milieu de la décennie 1980, le président Chadli Benjdid, face au rétrécissement drastique des ressources financières du pays, qui permet de calmer le front social par le soutien au prix des produits de première nécessité, est une redistribution de la rente pétrolière sous diverses formes, conseillée par des personnalités de son entourage, conscientes, elles, de la nécessité du changement, envisage une certaine libéralisation du régime. Tarir le mécontentement de la population révélé par des émeutes à répétition est devenu la première préoccupation du pouvoir. Mais c'est déjà trop tard. Économiquement, le pays est à genoux. Des gestionnaires incompétents et autoritaires, le geste huilé par le baril, se sont attelés à distordre les mécanismes de gestion hypercentralisés, détruisant ou fortement déstructurant l'édifice économique légué par Boumedienne. Les grandes sociétés nationales utilisées comme outil de populisme, le plein emploi des années 1970, font l'objet de solutions mécanistes dispendieuses qui multiplient les lourdeurs administratives au lieu de les résorber. Les différents segments du pouvoir s'épuisant dans des querelles compliquées et manœuvrant dangereusement par les surenchères font appel à la rue qu'ils pensent pouvoir domestiquer et inscrire avantageusement dans leur stratégie. Ces actions irréfléchies mettent en branle des dynamiques aux conséquences ravageuses pour la stabilité du pays. Le choix de politiques économiques utopiques et dispendieuses, l'absence des libertés démocratiques, la toute-puissance des services de sécurité, le spectacle des signes extérieurs de richesse d'une nomenclatura prédatrice et arrogante, les puneries, en particulier celles de l'eau, les entraves bureaucratiques génératrices de corruption et une justice aux ordres incapable de défendre les droits du citoyen font monter les tensions sociales, des émeutes violentes secouent les principales villes du pays. Les changements politiques timides proposés par Mouloud Hamrouche, chef du gouvernement, sont censés introduire un certain libéralisme dans le domaine économique et une pluralité cadrée et maîtrisée au niveau des assemblées populaires communales. Puisque la population assiège et saccage les bureaux des élites locaux, autant qu'elle le fasse au détriment de ceux qu'elle aura elle-même élus. Pour vaincre les réticences des caciques du FLN, parti unique au pouvoir, figé dans des postures conservatrices et ne tenant aucunement compte de l'évolution des mentalités de la jeunesse qui accède désormais à une information diversifiée, Benjdid fait appel à la rue et l'implique imprudemment dans le rôle d'arbitre. Les préoccupations du peuple n'ont rien de compliqué. Elles sont simples et claires. Vivre dans un pays fort et prospère où les droits de chacun sont respectés. Les jeux d'un sérail calfeutré dans sa tour d'ivoire, sans vision d'avenir, ne le concernent pas. Ces fins stratèges ont oublié que lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore, tout peut en sortir. Le 5 octobre 1988, la furie dévastatrice d'adolescents fous de colère et de frustration qu'aucun service d'ordre ne peut plus contenir, cible avec une terrible détermination les biens de l'État et plus spécialement les locaux et les véhicules du FLN. Comme une traînée de poudre, l'incendie s'étend à tout le pays. Submergés, les services de sécurité classiques sont incapables de rétablir l'ordre. Ce n'est plus le régime de Chadli qui est mis en danger, mais l'existence même de la nation. La fragilité de la société algérienne, en déficit de médiateurs à même de la stabiliser et de lui éviter la tentation de la violence, se révèle au grand jour, mais cette fois à une échelle dévastatrice. Contrainte d'intervenir, l'armée n'a ni les moyens matériels adéquats, ni les compétences en matière de maintien de l'ordre pour faire face à des émeutes d'une ampleur sans précédent. Les morts d'octobre 1988 sont le résultat non d'une décision préméditée et délibérée de réprimer par des exemples sanglants les jeunes révoltés, mais d'un enchaînement d'événements qui ont échappé à la maîtrise des responsables sur le terrain. Octobre 1988 est la somme cumulée des erreurs politiques et économiques de l'ère boumedienne et de l'incapacité de son successeur à les corriger malgré le temps et les moyens qu'il a à sa disposition. Octobre 1988 sonne la fin de la légitimité historique qui permet au régime mis en place depuis 1962 de gouverner sans rendre compte de leur gestion. Le système basé sur un canevas simple, un président, un parti unique, des instruments de coercition, une population résignée et ébranlée.
Il est contraint d'introduire des réformes destinées à absorber la colère des masses populaires, réformes qui introduisent de nouveaux acteurs dont certains décidés à imposer aux Algériens un autre type de société, y compris par le sabre et la kalachnikov. Les dynamiques enclenchées par les émeutes d'octobre 1988 conduisent l'armée à s'impliquer à son corps défendant dans la politique. Les années d'épreuve de la fin de la décennie 1980 et de la décennie 1990, années de larmes, de sang, d'accusations, d'anathèmes et de procès, seront le sujet du second tome de ce recueil de mes mémoires.